Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Peut-être un commentaire sur le prix Nobel. Quand j'ai vu attribuer à Maria Corina Machado, qui est une femme dont le courage est proverbial, je me suis demandé s'il fallait appeler ça le prix Nobel de la paix ou le prix Nobel des droits de l'homme. C'est toujours un mélange entre les deux d'ailleurs. Quand vous regardez la liste des Nobel de la paix, les choses ne sont pas toujours heureux d'ailleurs. Enfin, c'est évident que le jury Nobel, qui sont des moralistes norvégiens, en résumé, ils ne pouvaient pas le donner à Trump. Ce pas des réalistes Kissinger. Ils ne pouvaient pas le donner à Trump. Ils l'ont donné à l'Éducto, ils l'ont donné à Arafat, Pérez, Rabin. Bon, ils peuvent... mais Trump, ils doivent le trouver tellement épouvantable sur d'autres plans que... même si la percée de Trump est extraordinaire. Alors, on va y revenir. Mais est-ce qu'il le mérite? Non, mais on s'en fiche du Nobel, c'est pas le sujet. Ah bah, en tout cas, pour Trump, ça avait de l'importance. Oui. Mais... Et on l'a attribué à Obama, qui n'a jamais conclu un accord de paix. Oui, mais Obama, il avait annoncé, il a fait un discours contre les armes nucléaires. Donc les pacifistes norvégiens avaient adoré, en fait. Bon, mais c'est absurde. Ça l'a d'ailleurs beaucoup gêné. Non, je pense que ce que fait Trump, c'est considérable. Moi, j'ai vécu plusieurs moments pas loin de l'accord sur le Proche-Orient, notamment à la fin de Clinton. Bon, ça n'a pas marché. C'est évident depuis des décennies qu'il y a une bataille féroce dans chaque camp. En Israël, il y a une minorité courageuse, rappelez-vous, Rabin, Pérez, Olmert, Barak, même Sharon à la fin, et aujourd'hui Barnavi, Charles Anderlin, Ayalon, l'ancien chef des services, qui se résigne à l'existence d'un État palestinien. Se résigne. C'est la seule sécurité vraie. Mais la majorité est contre. Et Netanyahou, depuis 15 ans, bien avant les horreurs du 7 octobre, il dit que moi, il n'y en aura jamais. Bon. Et de l'autre côté, vous avez une minorité de Palestiniens qui ont été battus par le Hamas, qui se résignent à reconnaître Israël. C'est une bataille qui dure depuis des décennies. Le débat en France n'a rien à voir. Il est complètement hystérique. Et on ne voit pas du tout la même chose qu'au Proche-Orient. Je parle des trucs sérieux, au Proche-Orient. Mais on voyait bien depuis des années que personne ne pouvait contraindre Israël à bouger. Et que même l'armée israélienne n'arrivait pas à éradiquer le Hamas. Donc ça ne pouvait bouger que des États-Unis. Alors, vous me dites ce qu'a fait... C'était évident que Trump allait le faire, en fait. Ouais, alors justement, on va revenir sur ça. Parce que par rapport à ce que vous dites, se posent deux questions. D'abord, pourquoi ce que fait Trump est considérable? En quoi ce que fait Trump est considérable? En quoi, justement, un acteur comme vous, qui a travaillé de très près sur ces questions, voit la réussite de Trump? Et puis... on en est au début, hein. Ouais. Première étape. Mais déjà, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va entendre qu'on n'en est qu'à la première phase, que c'est un plan en 20 points, mais qu'est-ce qui fait que, justement, vous qui avez connu les accords d'Oslo, vous qui avez connu Whale Plantation, qu'est-ce qui fait que ces accords-là, ce qui est atteint par Trump, est considérable? Parce que moi, j'ai vécu depuis des décennies, je le répète, la bataille féroce dans chaque camp. Entre la minorité qui se résignait au compromis territorial, à mon avis la seule solution, mais c'était l'idée de Rabin, et les autres. Et malheureusement, la majorité s'est durcie en Israël, et Netanyahou dit depuis 15 ans avec moi, il n'y aura jamais d'État palestinien. Et du côté palestinien, le Hamas avait vaincu l'OLP à Gaza. Aucun des deux ne veut deux États, en fait. Le Hamas veut un seul État islamique. Et les gens de Netanyahou, et encore plus ses alliés, là, qui sont très, très, très à la droite d'Orban, si on était en Europe. En réalité, ils ne veulent pas d'État palestinien. Donc moi, j'ai vécu... Oui, donc les positions se sont, par rapport à votre époque, à l'époque où vous étiez aux affaires, aggravées. Elles se sont radicalisées des deux côtés. Et d'ailleurs, le débat caricatural en France en est le reflet. Enfin, heureusement, on n'a pas d'influence directe à travers ça. Donc, depuis longtemps, on savait que si quelqu'un pouvait faire bouger la situation, c'était un président américain. Oui, sachant que là où c'est considérable, si je vous suis, Hubert Védrine, c'est en ce sens que d'arriver à une solution à une époque où ça s'est radicalisé. Oui, c'était tout bloqué, avec une aggravation sans fin. Et le camp de la paix en Israël, qui a toujours continué à s'exprimer avec un énorme courage, n'avait pas de relais à l'extérieur. D'ailleurs, les médias français n'en parlent quasiment jamais.
qui était aligné sur Netanyahou, en gros, puisque tout le monde pensait que la question palestinienne avait disparu. Bon. Donc, le fait que Trump... Je ne suis pas sûr que des titres comme l'Obs ou le Nouvel Obs soient alignés sur la position de Benjamin Netanyahou, par exemple. Non, mais je parle globalement dans le débat public. Mais les anciens présidents américains, George Bush, le père, Obama, Clinton, qu'est-ce qu'ils disent dans les mémoires? J'aurais dû tordre le bras des extrémistes israéliens. Mais ils n'ont jamais pu, jamais osé, en fait. Donc il fallait un personnage ahurissant comme Trump, qui en fait n'est pas complètement aligné sur Israël, qui tient compte de l'Arabie et des autres, qui veut relancer les accords d'Abraham avec l'Arabie, pour des tas de raisons. Et l'Arabie lui dit, moi je ne peux pas y aller, je veux bien normaliser avec Israël, c'est mon but. Les Palestiniens, je m'en fiche en fait. Mais compte tenu des horreurs de Gaza, qui ont succédé à l'atrocité du 7 octobre, je ne peux pas y aller. Donc Trump a bougé, et il fallait quelqu'un d'aussi effrayant que Trump, en fait, dans son genre, pour être capable de dire à Netanyahou, maintenant tu t'arrêtes là. Alors, deux questions. Alors, on n'en est qu'à la première étape. Première étape. Non, mais deux questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que Trump, dont on vient de voir le gendre, et on précise que la femme donc, de Jared Kushner, Ivanka Trump, s'est convertie au judaïsme. Donc, qu'est-ce qui fait que Trump va quand même tordre le bras de Netanyahou et ensuite, qu'est-ce qui motive, selon vous, Donald Trump? Qu'est-ce qui fait que Netanyahou, qui a toujours refusé, qui a contourné, là, cette fois-ci, accepte? Il est coincé. Il est coincé par quoi? Mais ne raisonnez pas à la française. Les Juifs, les Arabes. Il y a une bataille dans chaque camp. Donc Trump a dû se rendre compte. D'abord, l'image d'Israël s'est effondrée dans le monde occidental. Les gens qui ont critiqué Macron, quand il a annoncé la reconnaissance, qui veut dire on réaffirme la nécessité de créer un État. Tous les gens qui l'ont attaqué, c'est trop tôt, les conditions, gna gna gna. Heureusement qu'il a eu le courage de résister, Macron. Il était quand même très mis en demeure, voire menacé. Il a maintenu la reconnaissance. On en est à plus de 150 États. Donc beaucoup d'amis, de pays amis d'Israël, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, etc., etc. Donc un effondrement de l'impunité d'Israël, de l'image d'Israël. Et dans les jeunes générations, même en Allemagne, même aux États-Unis, même chez les Juifs américains, les jeunes disent sécurité d'Israël, évidemment, toujours. Mais cautionner Gaza, non. C'est too much. Donc, Trump, il a senti ça, je pense. Deuxièmement, je pense qu'il a écouté quand même ses amis saoudiens, amis, partenaires, etc., qui lui ont dit, non, on ne peut pas revenir dans les accords d'Abraham, aller dans les accords d'Abraham, s'il n'y a pas quelque chose pour les Palestiniens. Et d'ailleurs, dans le communiqué de la Maison-Blanche, il y a un mot qui est « les Palestiniens ont trop souffert ». Qu'est-ce qui dit ça dans le monde occidental? Ils ont trop souffert. Évidemment, la souffrance israélienne, etc., bien sûr, c'est évident. Alors, donc, je pense qu'il a bougé pour des raisons internes, pour des raisons moyen-orientales, pour des raisons saoudiennes. Les raisons saoudiennes. Mais on n'en est qu'à la première étape. Alors, pourquoi parce que... Où on en est d'ailleurs des relations américano-saoudiennes? C'est-à-dire, on sait qu'on a évolué, on n'est plus elles sont sans doute excellentes, mais elles ont évolué depuis le pacte de Quincy. Pourquoi, justement, les Américains pourquoi Trump a autant besoin d'un accord avec les Saoudiens? Non, il en a besoin s'il veut relancer les accords d'Abraham, qui est la réussite de son premier mandat, notamment avec Jared Kushner. Mais les accords d'Abraham, première version, ça voulait dire on oublie la question palestinienne. D'ailleurs, les Arabes s'en fichent, les Européens ont oublié, les Français passaient sous la table. Et comme disait Netanyahou, si quelqu'un nous embête avec la question palestinienne, on va le traiter d'antisémite, il va s'écraser. Bon, ça a très bien marché pendant très longtemps, ça. Mais Trump veut quand même normaliser les relations du monde arabe avec Israël. Il a obtenu Abu Dhabi, plusieurs pays, le Maroc, etc., mais pas l'Arabie. Parce qu'en Arabie, il y a un peuple. Il n'y a pas de peuple dans les Émirats, il y a un peuple en Arabie. Donc même si Salman, le roi, et MBS surtout, veulent normaliser ce qu'Israël, c'est l'avenir, la modernité, etc., ils veulent être en paix avec Israël, faire des affaires, etc. Avec l'opinion arabe et les millions de vidéos qui tournent depuis 2 ans sur les abominations de Gaza, ils ne peuvent pas bouger. Donc je pense qu'ils ont dit à Trump, nous, on peut bien y aller, mais
Il faut quelque chose. Et d'ailleurs, dans le communiqué de la Maison-Blanche, alors évidemment, il y a cette espèce de, disons, cette supervision de Gaza avec Trump lui-même et Tony Blair, dont on se demande pourquoi il revient. Enfin bon, je dis, comme Tony Blair est bien vu des Alors justement, on va revenir juste sur Tony Blair. Il y a un mot sur un comité technique palestinien. Ce que Netanyahou veut empêcher depuis 15 ans. Donc il y a eu un mouvement de la Maison-Blanche. Alors, c'est très intéressant de vous entendre sur ça. C'est-à-dire que là où il y a une vraie évolution, sans doute, c'est sur l'acceptation de ce comité technique. Pourquoi Netanyahou et les Israéliens refusaient les comités? Pourquoi ils refusaient le comité technique? Parce que c'est un embryon d'un État. C'est l'embryon d'une autorité palestinienne, en tout cas nouvelle. Donc c'est la vieille autorité, nulle, incapable, auquel ils coupent les vivres, exprès, pour que les Palestiniens soient contre elle. C'était assez commode, puisque pour Netanyahou, il ne faut pas d'État, donc pas de négociation, donc pas de négociateurs. Il faut qu'il n'y ait que des terroristes. Et Ehud Barak l'a très bien démontré, ça. Le Hamas lui rend des services, en fait. Donc, la moindre réapparition, même minuscule, même modeste au début, d'une entité palestinienne, c'est ce qu'il a combattu depuis 15 ans. Et là, Trump l'a dit, il n'a pas le choix. Est-ce que vous pensez... Il a dit ça, Trump, il n'a pas le choix. Il doit accepter. Trump n'est pas du tout aligné. Ouais. Israël, il ne faut pas mélanger Israël et Netanyahou, mais pas aligné comme l'étaient les Européens il y a encore 2-3 ans, et comme l'étaient les démocrates. Est-ce que ça relance, selon vous, l'hypothèse, par exemple, côté palestinien, de la sortie de prison d'un Marwan Barghouti? Israël refuse pour le moment. Parce que dès qu'il est sorti, il devient le leader nouveau, en fait. Donc, qui était le numéro 2 de l'OLP, qui était présenté comme l'héritier de Yasser Arafat et qui a été emprisonné au moment de la deuxième intifada. Mais là, Israël va essayer... Alors, il faut étudier... Non, le plan Trump, on en est à la première étape. Libération des 20... On dit une vingtaine d'otages survivants. Et puis tous les morts. Hein. Bon. On peut y croire, ça, raisonnablement, Hubert Védrine. On est dedans, là. Parce que là, on parlait d'une date d'une libération lundi, maintenant on parlerait de mardi. On verra. Mais dans chaque camp, il y a des gens qui vont essayer de torpiller. Ils ont été obligés d'accepter le plan Trump. Et le Hamas et Netanyahou, avec des alliés extrémistes, ils vont essayer de le torpiller, forcément. Il ne faut pas être surpris. Alors, mais Trump va dire, je suis engagé maintenant. Donc il y a le crédit de Trump. Et l'Arabie va lui redire, moi je peux aller avec vous, que si on applique le plan, pas que la première étape. Mais il y aura une bagarre tous les jours. Donc il faut faire l'analyse des forces qui vont essayer de torpiller le plan Trump et de la puissance de Trump et peut-être de l'Arabie et des autres pour avancer quand même. Si on regarde la première phase... Je pense que ça va se produire, moi, la première phase. La première phase. Oui, donc la première phase, libération des otages, désarmement du Hamas. Ça, c'est plus dur. Ouais. Parce que c'est dans la première phase, ça. Oui, non, mais c'est normal que ce soit difficile, sinon ça serait réglé déjà avant. Mais Trump a été obligé de s'engager par rapport à ça. Est-ce que Trump a obtenu des garanties, par exemple, des alliés arabes, notamment le Qatar, par exemple, pour travailler à cette... Il faut raisonner en termes de dynamique. Si vous prenez le plan, vous allez dire, oui, mais ça c'est faible, il n'y a pas de garantie, ceci, cela. Mais il y a quoi d'autre? Le plan de Trump avant, c'était quoi? Carte blanche à Netanyahou. Et finalement, Gaza, c'était tellement affreux. Les pays arabes ont réagi de telle façon que Trump a corrigé. Et c'est un Trump complètement... Là, il aurait mérité le Nobel des bonnes intentions, on dira, si les jurys n'étaient pas horrifiés par les autres aspects de Trump. Donc il y aura une bataille. Il y aura une bataille. Mais est-ce que les forces en Israël et au Hamas qui veulent torpiller le plan, ne pas l'appliquer en vrai, est-ce qu'ils vont gagner? C'est pas sûr. Donc il faut raisonner en termes de dynamique. Et il me semble qu'il y a une dynamique Trump qui était enclenchée. C'est pour ça que dans le Figaro, il y a quelques jours, j'ai dit que ceux qui avaient critiqué Macron sur la reconnaissance étaient totalement plantés, parce qu'on aurait été carrément ridicule d'être en deçà de Trump, vous voyez, par rapport à ça, que le plan Trump était un fil ténu à tirer. Après, il y a une bataille tous les jours. Mais je pense ici aujourd'hui que ça peut marcher. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure sur l'idée de confier à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair le pilotage d'une administration de transition. Est-ce que c'est une bonne idée? Beaucoup de gens, en majorité, les gens en Angleterre ont rejeté Blair et au Moyen-Orient, ils n'aiment pas Blair, soit parce qu'il est trop copain des Israéliens,
soit puisqu'il mélange trop l'argent et la politique. Bon, d'accord, en résumé. Mais c'est pas grave. S'il faut passer par une étape Blair, pourquoi pas? Mais que peut apporter Tony Blair et que peut réussir Tony Blair? Jusqu'à présent, il était en charge d'une entité qui était le Quartet. C'est un truc imaginaire. Oui, il a quand même plus, dit-on, quand même, dépensé en notes de frais à l'American Colony en invitant un certain nombre d'interlocuteurs à sa table que réussit quelque chose. Dans l'hôtel American Colony, dans le livre d'or qu'on m'a montré quand j'y étais, moi, il y a Laurence d'Arabie qui a signé le livre d'or. Puis longtemps après, il y a Peter O'Toole du film. Bon. Bien sûr, on peut dire plein de trucs contre Tony Blair, mais les gens qui critiquent... D'accord, que l'American Colony est une étape absolument incontournable quand on va à Jérusalem. Voilà. Est. Jérusalem, Est. Mais ceux qui critiquent, ils proposent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas de plan. Aucun plan. Ceux qui critiquent du côté palestinien, qui sont des extrémistes qui soutiennent le Hamas, donc pas les deux États. Ceux qui soutiennent Netanyahou parce qu'on ne peut pas critiquer Israël, c'est interdit, blablabla. Quel est leur plan? Rien. Rien faire. Donc, tout ce qui permet de bouger est bon à prendre. S'il faut passer par une étape Blair, qui connaît tous les souverains de la région, que l'Israélien aime bien, puisque les autres le reprochent, ils disent Tony Blair est trop copain, mais ça peut rendre service. Comme il s'agit de faire évoluer les Israéliens, et dans l'idéal qu'il y ait un autre gouvernement, ou même que Netanyahou change de coalition. Après tout, il pourrait dire, je fais de la politique fiction positive, là. Il pourrait dire, après tout, j'ai... Positif, c'est-à-dire qu'il va, dans l'esprit du Vervedrine, plutôt vers la gauche travailler. Pas du tout. Non. Je m'en fiche de ça. Qu'il va vers les deux États. De fait, en Israël, si vous allez dans une solution aux deux États, c'est vers là que vous allez. Yitzhak Rabin n'était pas un général de gauche. Hein? Olmert est un centriste. Barak aussi. Sharon. Donc c'est pas la gauche et la droite. Oublie les machins français, franco-français. Donc s'il y a un processus qui permet d'avancer, Tony Blair, pourquoi pas, il faut avancer. Il faut que l'embryon de comité technique palestinien qui est chargé de quasiment rien pour le monde devienne le début d'un processus et que Netanyahou dise « Moi j'ai tapé sur l'Iran, j'ai détruit le Hezbollah, j'ai détruit aux trois quarts le Hamas. Donc je peux prendre le risque d'un État palestinien. » C'est ce qu'avait fait finalement Ariel Sharon. C'est ce que... À la fin. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il le fera, mais... Hubert Védrine. Mais pareil, c'est une hypothèse. On continuera de suivre ça et vous reviendrez avec nous pour commenter l'avancée ou non de ce nouveau processus. Merci. Merci beaucoup Hubert Védrine, et on ne se lasse pas de recommander votre notamment votre nouveau dictionnaire de la géopolitique, nouveau dictionnaire amoureux de géopolitique. C'est le nom de la collection. De géopolitique. Parce qu'on rappellera qu'Hubert Védrine est plutôt de la tendance justement de ceux qui ne mettent pas trop d'affect en géopolitique. Merci beaucoup. C'est pas vous faire injure de dire ça. Non. J'ai vécu dans la réalité, sans ça. Merci beaucoup Hubert Védrine.